Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce festival pour ceux qui se joignent à nous. Je suis très heureuse de vous présenter la première discussion de groupe qu'on a cette année au Festival de la bande dessinée de Montréal. C'est un événement qui s'appelle Portrait d'artiste et on va se questionner aujourd'hui sur le processus créatif de passer d'un artiste qui décide de parler d'un autre artiste. Et c'est un processus créatif assez particulier en bande dessinée parce que non seulement il y a une réinterprétation de l'œuvre de la bande dessinée, de l'œuvre de la personne, pardon, en bande dessinée, mais il y a aussi une réinterprétation visuelle de cet artiste ou de son œuvre, donc de la personne et de l'œuvre de l'artiste. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans un BDiste ou une BDiste qui s'intéresse à l'œuvre de quelqu'un d'autre pour le représenter. Et on va en parler aujourd'hui avec trois personnes magnifiques. D'abord, Sandrine Revel. Bonjour, Sandrine. Sandrine, bonjour. C'est vrai, tu es de l'autre côté de l'océan. Merci de te joindre à nous de cette façon virtuelle. Ah bah oui, je suis très contente d'être parmi vous. Voilà, en distanciel, comme on dit. Tout à fait, Sandrine, on te connaît pour une multitude de projets de bande dessinée, autant du côté jeunesse que du côté adulte, entre autres, même au niveau documentaire avec Résurgence. On te connaît aussi pour, bien sûr, Glenn Good et Tom Thompson, qui sont deux biographies de deux artistes canadiens, et plus récemment, Chronique de San Francisco. Et la deuxième personne qu'on accueille aujourd'hui, c'est Mélanie Leclerc. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Mélanie, on te connaît pour deux œuvres de bande dessinée. D'abord, Contact, qui est un récit de transmission de la flamme artistique. C'est le récit de ton père qui était cinéaste, caméraman plutôt, directeur photo pour l'ONF et qui avait une grande passion pour la photographie également. On retrace aussi les traces de son propre père à lui, qui est Félix Leclerc. Et plus récemment, tu as écrit Temps libre, qui est un récit magnifique sur les deuils, on pourrait dire les deuils de rêves artistiques. Oui. Oui, c'est en plein ça. Et bien sûr, la troisième personne qu'on accueille, c'est Philippe Girard. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, c'est surprenant de t'avoir autour de la table pour parler d'une œuvre biographique parce qu'on te connaît pour des œuvres d'action comme Tuer Velasquez ou Danger public qui vient tout juste d'être adapté d'ailleurs en court-métrage. Et là, un portrait de Léonard Cohen sur un fil qui vient tout juste de sortir. Merci beaucoup d'être là, Philippe. Merci. Alors, on va commencer cette discussion très largement parce qu'il y a une question qui me brûle les lèvres. Oh, avant de commencer, il ne faut pas que j'oublie, je veux remercier notre partenaire de cet événement qui est Planète BD. Merci Planète BD de pouvoir permettre à ce qu'on se retrouve autour de la table virtuelle pour parler de portraits d'artistes. Alors, on se lance. Première question, une question un peu large, mais je me demande si vous vous considérez comme des biographes, si à travers l'œuvre que vous avez réalisée, vous êtes capable de dire, bon, ben, moi, j'ai fait une biographie de cette œuvre. Est-ce que vous allez jusque-là dans la façon dont vous vous décrivez dans votre processus créatif? On pourrait commencer par toi, Sandrine. On a peut-être perdu Sandrine. Je ne t'entends pas, Sandrine. Est-ce que Mélanie est là? Oui, oui, je suis là. J'écoute. Mélanie, dis donc, de ton côté, est-ce que tu te considères comme une biographe de la vie de ton père? Ben, je me considère. En fait, c'est une sorte de biographie. Ça a passé par l'autobiographie, parce que je me suis mêlée un peu de ses affaires. Mais raconter une vie, ouais, si j'imagine qu'on n'a pas le choix de dire, de se mettre l'étiquette, le chapeau de biographe. On a une certaine, il y a une certaine responsabilité qui vient avec avec le projet de respecter qu'est-ce qui est vrai, d'assumer les choix aussi de qu'est-ce qu'on retire pour essayer de dépouiller la personne pour en faire un personnage qui a un semblant de route. Alors, fait que, on va dire que oui, il y a un portrait biographe dans cette tête-là. Philippe, de ton côté, est-ce que tu te considères biographe de Léonard Cohen? Non, absolument pas, vraiment. Là, je me sens même complètement pas son biographe.
Écoute, comment dire, déjà, le personnage que je raconte, il est subjectif, dans ce sens que je suis tout à fait conscient que j'ai projeté ma propre affection dans ce personnage-là. Il est probablement plus, en fait, comment dire, là, j'ai essayé de respecter, évidemment, toute la documentation que j'avais, là, mais j'ai aussi essayé d'y mettre toute l'affection que j'avais, donc la subjectivité, puis j'ai envie de dire le côté moins biographique, si on veut, là. J'assume ça, d'ailleurs, là. Mais non, moi, je ne suis pas le biographe de Leonard Cohen, ni de personne, d'ailleurs. Je suis, comment dire, je suis juste un gars qui a aimé Leonard Cohen, puis qui avait eu... en fait, j'ai eu beaucoup de misère à faire le deuil de Leonard Cohen. J'avais l'impression que quand il mourrait, quelqu'un se tirait sur ce sujet-là pour raconter sa vie, parce que c'était tellement un beau sujet. Et personne ne le faisait, donc je me suis dit, très bien, je vais le faire. Mais ça fait pas de moi un biographe, vraiment pas. D'ailleurs, la seule personne proche de son entourage à qui j'ai eu accès, c'est une de ses anciennes compagnes, là, Dominique Kisserman, et je lui ai parlé hier matin, plusieurs mois après que le livre a été paru. Donc, ça donne une idée quand même là, de, comment dire, là, je veux pas dire l'absence de sérieux de ma démarche, parce qu'il y avait beaucoup de sérieux, mais en tout cas, non, je suis pas dans le club des biographes, moi. Je comprends, mais c'est tellement une question qui permet de voir aussi la démarche que vous avez pris chacun, chacune pour parler de l'œuvre d'un artiste qui vous touchait ou qui vous inspirait. Est-ce que Sandrine, tu es de retour? Est-ce que Sandrine, tu m'entends? Oui, je t'entends et toi, tu m'entends? Je t'entends. Bonne Tu m'en- nouvelle. Alors, Sandrine, Bon. est-ce que de ton côté, tu te positionnes comme une biographe de Glenn Gould ou de Tom Thompson? Alors bon voilà, non, moi je me considère pas aussi comme une biographe. Je reste avec ma casquette d'auteur de bande dessinée, donc avec cette part de fiction que j'apporte dans la vie de ces artistes. J'y vais à l'instinct et je vais beaucoup à l'instinct en fait. Je me documente énormément. Je récupère beaucoup de données. J'accumule beaucoup d'impressions, d'éléments de l'artiste. Et à partir de là, j'ai tout en vrac dans ma tête et je pioche les choses qui vont construire au final une histoire. Mais je raconte, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais, je raconte à ma façon la vie de ces artistes, mais je me considère pas justement comme un biographe. Pour moi, un biographe, c'est quelqu'un qui minutieusement va vraiment reprendre toute la vie de A à Z d'une personnalité. Moi, je l'envisage pas comme ça. Je veux pas l'aborder comme ça parce que ça me fait trop peur. Donc, je préfère pas. J'imagine qu'il faut être inspiré de la vie de l'artiste pour en faire une œuvre de bande dessinée. Chacun de votre côté, qu'est-ce qui est venu vous titiller? Qu'est-ce que vous avez trouvé inspirant, mais pas juste pour, de façon générale, mais inspirant pour en faire une œuvre de bande dessinée? J'imagine qu'il doit y avoir une espèce de plus pour dire ce sujet, cette personne, cette œuvre a un potentiel d'exister autant en texte qu'en image. Mélanie, si on prend l'exemple de l'histoire de ton père, pourquoi c'était une histoire inspirante à mettre en image en bande dessinée? Euh, Pourquoi c'était une histoire? Ben, en fait, j'y allais avec l'histoire d'un homme qui avait trouvé un moyen de s'exprimer à travers la photographie, puis que c'était un homme avec certains paradoxes, un homme de très peu de mots. Donc, ça m'intéressait de savoir aussi, d'essayer de raconter comment c'était construit son regard, sa sensibilité, puis en quelque part comment il avait réussi à cheminer avec ce regard-là qui finalement est plein de poésie. Et puis, il y avait une proximité aussi, veux pas, c'est un sujet que je connais, que j'allais souvent voir avant la pandémie, mais tu sais, que je connaissais pas mal. Donc, c'était comme quelque chose à la fois de familier, mais qui pouvait aussi avoir une distance, qui se prêtait au jeu aussi de la narration, puis il était volontaire à prendre cette distance-là, me laisser jouer avec, mais en même temps, voilà. Donc, j'avais comme une double vision. J'avais la vision de la proximité, mais aussi, j'étais capable de me mettre une distance, puis de le voir comme un personnage, puis de le voir comme un artiste.
Puis je trouvais sa vision de la photo, ce qu'il fait, le cinéma aussi, mais plus particulièrement la photographie telle qu'il la conçoit. Ben ça m'intéressait de raconter ça. Hmm. Il y a quelque chose aussi visuel dans l'œuvre de votre père. C'est vraiment les photographies, ce qu'il filmait aussi. Ça apporte une dimension un peu plus qui peut être explorée en bande dessinée. Mais je me demande, du côté musical, est-ce qu'on est capable de faire ce même travail d'inspiration, de transposition vers la bande dessinée? Philippe, quand tu as commencé à réfléchir à l'œuvre de Leonard Cohen, puis comment la transposer en bande dessinée, qu'est-ce qui est venu comme un élément inspirant pour en faire une œuvre aussi visuelle? En fait, moi, je n'ai pas essayé de transposer l'œuvre de Leonard Cohen en bande dessinée. Déjà, dans mes premières recherches, j'ai vite réalisé que les yeux sont plus gourmands que les oreilles. Donc, de voir Leonard Cohen, par exemple, sur une scène en train de chanter, puis de lire dans un ballon les paroles des chansons, parce que moi, ça cadrait pas du tout avec ce que j'avais envie de faire, puis je sentais pas non plus que ça rendait justice à Leonard Cohen. Là. J'avais même au contraire l'impression que ça le réduisait à quelque chose de très cucu, puis qui avait absolument pas rapport avec son, j'ai envie de dire, avec l'intégrité du personnage. Donc, j'ai évacué ça très rapidement. Moi, il n'y a pas de... En fait, on ne le voit jamais chanter, ou en tout cas, quand on le voit avec sa guitare, les cases sont silencieuses. Par contre, ce qui m'intéressait, moi, ce qui m'a inspiré, c'était le côté résilient de Leonard Cohen. C'est quelqu'un qui a eu à recommencer sans arrêt dans sa vie. Qu'on a compté comme fini artistiquement parlant à des nombreuses reprises, là, comme poète, comme écrivain, bon, comme chanteur, etc. C'est un homme qui a eu à recommencer sans arrêt. Et ça, pour moi, c'était un sujet. En tout cas, ça, c'était une histoire. Donc, s'il y a eu une inspiration en ce qui me concerne, c'est vraiment celle-là. Et pour le reste, réellement, je sais pas ce que Sandrine aura à dire là, par rapport à Glenn Gould, mais moi, il m'a semblé que de vouloir j'ai envie de dire, en fait, je pense que l'univers intérieur ou le jardin intérieur de Leonard Cohen était tellement riche que il fallait que j'avance avec beaucoup de prudence là, dans la représentation de cet univers-là. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'était simplement de donner des pistes aux lecteurs et aux lectrices pour les amener, eux, après ça, à aller en librairie ou aller en bibliothèque et sortir les œuvres et les consulter eux-mêmes. Pour moi, ça, c'était Hmm. une stratégie plus payante que d'essayer de le représenter, encore une fois, là, avec sa guitare sur une scène en train de chanter. Oui, Sandrine, on se pose des questions aussi de ta propre démarche de transposer l'œuvre et d'essayer de trouver une façon de le transposer. Je me souviens avec Glenn Gould, le piano prend une place importante à l'intérieur de la bande dessinée. Tom Thompson aussi, il y a comme un calcage graphique, si on pourrait dire, mais explique-nous ta démarche de ton côté. Alors, ma démarche, en fait, c'est Glenn Gould et Tom Thompson sont tous les deux des artistes quand même hors du commun. Ils sont tous les deux canadiens. Ils ont un destin similaire, hein, entièrement tourné vers l'art, vers la beauté, une recherche de la liberté, de la perfection. Ils incarnent tous les deux le mystère. Alors, pour Tom Thompson, le mystère parce que en l'espace de 5 ans, il est devenu un des peintres les plus performants de sa génération et sans avoir peint auparavant. Hein, donc et puis le mystère de sa mort aussi, hein, puisqu'on ne sait toujours pas réellement de quoi et comment il est mort. Et puis pour Glenn Gould, ben ce mystère, le mystère de la création, le mystère de cet homme, de la façon dont il jouait, de la façon dont il a renouvelé la musique classique. Et donc, je trouvais que, enfin voilà, moi je suis attirée par le mystère en fait. Ce mystère-là, j'avais envie de le raconter ou du moins essayer de cette incompréhension concevoir, concevoir, concevoir la création derrière tout ça. Euh, Hmm. et donc, voilà, donc ce sont quand même voilà, ce sont deux artistes qui se ressemblent. Et je rejoins Philippe, c'est vrai que dans Glenn Gould, j'ai aussi fait le choix de ne pas dessiner de notes de musique. On est
voilà, il n'y a pas besoin de notes de musique, c'est la gestuelle de Glenn Gould qui plane au-dessus de son clavier ou qui flotte dans l'air. Et ça suffit pour entendre la musique, en fait. Il y a pas besoin de mettre des clés de sol ou ou des doubles croches, quoi. On est dans la musique en regardant Glenn Gould. Et pour Tom Thomson, bien, j'avais aussi envie de toucher cette chose-là par, par la façon de peindre ou par la façon d'observer, d'être dans la nature aussi avec lui. Il y a quelque chose de très intéressant d'aller chercher la représentation du processus créatif. Donc, au-delà d'aller faire le portrait de l'œuvre, on dirait que c'est comme faire le portrait de avant l'œuvre ou qu'est-ce qui a mené à l'œuvre. Quelque chose de fascinant aussi de connaître plus la personne derrière l'artiste. Puis j'ai l'impression qu'il y a quand même une démarche dans vos 3 projets, ou même 4, étant donné que Sandrine, il y en a 2, mais d'essayer d'aller chercher ce qui s'est passé avant pour comprendre mieux l'œuvre. Puis Philippe, je sais que c'est comme si Léonard Cohen, on arrivait à découvrir à différentes facettes. Est-ce que cette façon, cette temporalité permettait de démontrer Léonard Cohen sur plusieurs facettes, de le connaître sur plusieurs facettes? Comment tu as travaillé, disons, l'homme derrière Léonard Cohen? Je dirais que pour moi, comment dire, la vie nourrit l'œuvre. Donc, tout simplement. Donc, moi, j'ai montré la vie de Léonard Cohen. J'ai envie de dire que j'ai montré sa vie à l'extérieur de ce qui se passait dans sa vie d'artiste, admettons, en tout cas, jusqu'à un certain point. Puis, il m'a semblé que s'il y a une chose qui est à peu près sûre, c'est que peu importe l'artiste, ce sera toujours les soubresauts de l'existence, les bons coups, les mauvais coups, les grands chagrins, les grandes joies, les grands drames, etc., qui vont avoir l'incidence, en tout cas, qui ont une incidence majeure sur l'œuvre de l'artiste. Et moi, c'est ça que j'ai voulu montrer. Encore une fois, en tout cas, dans le cas de Léonard Cohen, c'est un poète. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, il faut que je lui fasse dire quelque chose de vraiment pertinent. Là, il peut pas dire « Chérie, je vais acheter une pinte de lait », ça n'a pas d'allure. Donc, il fallait qu'on comprenne à quel point chacune des scènes que j'ai choisi d'illustrer, parce qu'il y en a plein que j'ai écartées, finissait par avoir un impact sur son travail d'artiste. Voilà. Mélanie, un peu la même question. Comment tu es arrivée à démontrer la vie de l'homme qui vient influencer la vie de l'artiste? La vie de l'homme qui vient influencer, c'est aussi comment sa vie l'a préparé, j'imagine, à ce qui est devenu. Euh, Ça a été surtout quand j'ai été confrontée au choix d'expliquer son enfance, que là, je me suis dit que j'allais essayer de voir son enfance en comment c'est sûr que l'enfance construit à peu près tout le monde, mais voilà, comment son enfance avait construit son regard, en cela qu'il avait été quand même témoin privilégié d'une époque. Il accompagnait, il a accompagné pendant un bout son père à Paris pendant ces très belles années. Et puis la position qu'il avait à cette époque-là, c'était un peu la position d'un photographe, dans le fond, qui était un petit peu en retrait, qui travaillait comme un 35 mm, qui était pas trop loin, pas trop proche, qui avait une proximité avec un personnage, un point focal intéressant, puis en même temps, ben, il fallait qu'il soit super silencieux. Et puis, finalement, puis d'être discret. Et puis ça, cette manière-là, où ce que dans le fond, il avait été pendant son enfance, ben ça l'a aidé ou ça l'a conditionné, je sais pas, l'œuf ou la poule, là, mais pour son rôle de photographe, c'était comme parfait, ou de cinéaste après, de caméraman, c'était parfait. Il fallait c'est comme ça aussi qu'il était dans la vie, donc dans ses liens affectifs aussi humains, des fois il y avait une certaine distance, mais la distance était toujours s'effaçait, mais avec son art, donc voilà, ça. Ouais, mais je trouve ça intéressant aussi qu'on ait comme 3 générations. Tantôt, je parlais de transmission, mais j'ai l'impression que dans Contact, il y a un désir de montrer que la flamme artistique
Donc, l'artiste, son bagage existe peut-être avant, puis il y a comme une transmission d'une génération à l'autre. Pourquoi c'est important pour toi de démontrer 3 générations de processus d'artistes à l'intérieur d'un seul même portrait? Ben, je pense pas que je me suis beaucoup attardée sur Félix, là. C'était comme, c'était un C'est petit vrai, peu, c'est une petite partie, ouais. c'est ça, c'est une petite partie, puis c'était comme un gros, c'est comme essayer de naviguer à côté d'un très gros iceberg, là, de dire, ah oui, il est là, mais on s'attardera pas, on va regarder ici. Fait que j'ai essayé d'en parler de lui dans la manière où ça l'a façonné son fils, donc mon père. Et puis, dans le fond, c'était peut-être aussi de dire que l'art ou la poésie existait, ou la sensibilité qui fait que je sais pas, certaines personnes peuvent être plus Hmm. sensibles à la beauté des choses ou à, je sais pas, alors je sais pas, Ouais. ça a été comme de mettre les 3 générations, ça s'est fait tout seul, mais j'ai pas voulu m'éterniser sur Félix tant que ça. Dans le fond, ça a été juste dans le sens où qu'est-ce qu'il a pu donner à son fils, puis qu'est-ce que après ça le fils a donné aux autres après. Hmm. Il y a un élément important aussi qui est dans cette fameuse transmission. Il y a l'idée de souvenir, c'est qu'on va chercher quelques souvenirs dans la vie de Félix, mais aussi dans la vie de lui, dans la vie de ton père, ou qu'on arrive à le comprendre un peu plus à travers un portrait de souvenir, quelques-uns. Puis ça, c'est une question qui me brûle les lèvres quand on fait un portrait de quelqu'un, surtout dans votre démarche respective où, comme vous l'avez dit, euh, Philippe et Sandrine, c'est pas un désir de faire la biographie de quelqu'un. Il y a quand même un choix à ce moment-là de souvenirs à faire. Donc, qu'est-ce que vous allez raconter? Quelles sont les parties de la vie que vous voulez démontrer dans votre œuvre? Philippe, cette partie de ton travail créatif, comment ça s'est passé? Comment as-tu fait les choix des souvenirs de Léonard Cohen? En fait, donc je me suis beaucoup documenté, là. J'ai lu pendant presque une année tous les livres, les articles. Je suis allé faire des recherches dans les bases de données des universités. Bon, en tout cas, j'ai tout documenté ça. J'ai pris des tonnes de notes. Et quand j'ai eu ça terminé, là, j'avais bien en tête à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur Leonard Cohen. J'ai dessiné machinalement une étoile de David là, sur une feuille à côté de moi. Puis au centre de l'étoile, j'ai écrit mort de Leonard Cohen. Après ça, pour chaque pointe de l'étoile, j'ai décidé d'attribuer une décennie. Donc, années 50, années 60, années 70, années 80, années 90, années 2000. Et pour chaque décennie, une femme, une chanson et un objet autour desquels j'allais, disons, me concentrer. Et bon, évidemment que par la bande, il arrive aussi des personnages secondaires, des idées secondaires, mais c'est comme ça, moi, que j'ai construit mon histoire. Le reste, tout ce que j'ai écarté, si on veut, c'est très important aussi dans la vie de Leonard Cohen, mais lui-même disait, j'ai vécu 1000 vies. Donc, il est apparu assez clairement que moi, je ne réussirais pas à raconter 1000 vies dans un album de bande dessinée, que de toute façon, ça ne m'intéressait pas, que ce serait très décousu. Et je pense que de toute façon, pour n'importe quel sujet, n'importe quel artiste, cette question de 1000 vies-là, en tout cas, quand on décide de raconter la vie de quelqu'un, on réalise vite que les gens ont eu plus qu'une vie et on doit choisir laquelle on raconte. Alors, autrement, ça donne un livre vraiment très, très décousu, très, très désorganisé. Alors, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de dire que j'ai fait mes choix à partir d'une contrainte. Et puis, voilà, c'est ça, tout simplement. Hmm. Sandrine, de ton côté, comment es-tu arrivée à faire les choix des souvenirs, des fragments de la vie des artistes, que ce soit Glenn Gould ou Tom Thompson? Alors, pour Glenn Gould, en fait, c'est la mémoire des souvenirs, en fait. C'est vrai que lorsqu'on fait appel à notre mémoire et que l'on essaie de se souvenir de notre enfance ou de certains moments de notre vie, on se souvient d'un moment précis et puis ce moment précis tout d'un coup se relie à un autre moment de notre vie, mais 20 ans plus tard. Enfin, il y a comme ça des liens qui se font comme ça dans l'espace-temps. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai construit l'album de Glenn Gould. En plus, Glenn Gould, c'était quelqu'un de très cérébral, hein, donc il était dans la maîtrise totale enfin, il essayait d'être dans la maîtrise totale de sa vie.
Et là, j'ai décidé de faire un lâcher prise, c'est-à-dire de laisser courir sa vie et de rebondir comme ça, en dessinant des périodes clés de sa vie d'homme, de sa vie enfant, de sa vie d'homme et de sa vie d'artiste. Avec toujours en tête de lier la vie d'homme à la vie d'artiste. Hein. C'est très important. Je pense que l'homme se nourrit de l'artiste et inversement. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On est, enfin moi-même quand je fais de la bande dessinée. Je fais de la bande dessinée du matin au soir et des fois même le week-end. Tout ça se mêle à ma vie personnelle. Et quand on est habité d'une passion, c'est les deux se mêlent, l'artistique et le personnel se mêlent et se nourrissent et nourrissent notre propre créativité, quoi. Donc voilà. Donc les contraintes, elles se sont comment dire, elles se sont installées toutes seules dans le sens où je ne voulais surtout pas aller dans l'aspect trop technique de la musique parce que je suis pas une grande musicienne, je suis totalement je suis amatrice et je ne pourrais pas tenir la longueur sur la technicité de la musique ou sur l'analyse et tout ça. Donc j'ai gardé une ligne qui me permet une ligne, voilà, une ligne de connaissance qui donc et j'ai suivi cette ligne-là pour comme contrainte. Mais mais bon, la BD, la BD, c'est la recherche de la liberté dans la contrainte. Donc c'est c'est une douloureuse articulation tout le temps. Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Vous êtes toujours en direct du Festival de la bande dessinée de Montréal, en direct aujourd'hui, demain et dimanche, en fil continu. Si vous avez des questions pour les artistes qui sont avec nous pour parler de portraits d'artistes, faites-nous signe, écrivez en commentaire des questions, puis moi, je vais les relayer. Donc, on essaie que ça soit participatif. N'hésitez pas si vous avez des questions. On parle de souvenirs qui peuvent construire un récit qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur un artiste. Est-ce que c'est important d'installer des souvenirs qui sont un peu plus négatifs? Et ce que j'entends par là, c'est ne pas cacher des zones d'ombre dans la vie des artistes que vous allez faire le portrait. Parce que je me suis toujours demandé si la ligne est mince entre tomber dans l'héroïsme, donc qu'on positionne l'artiste comme un héros quand on veut en faire une œuvre. Et vous, en tant que BDiste, en tant qu'artiste qui a voulu reconstruire, faire le portrait de quelqu'un, comment vous avez jonglé avec cet esprit d'inclure un peu de négatif ou des éléments qui sont plus questionnables pour vous assurer que même si vous êtes fan de la personne, vous n'allez pas en faire un héros? Est-ce que ça a été dans vos réflexions? On pourrait commencer par Mélanie, en plus, étant donné que c'est ton père. Est-ce qu'il y a eu ces réflexions de s'assurer que ça ne tombe pas dans l'héros? Ben, oui, ben en quelque part, oui, je voulais pas, je le voyais pas comme un héros, là, c'était pas ça non plus, tu sais. Si, disons que la question aurait été beaucoup plus intense, puis quand il a été question, mettons, de dessiner Pierre Perrault, ou dessiner même Félix dans le livre, là, je me sentais pas mal moins safe, puis pas mal moins... je voulais pas le manquer, tu sais, je sais pas comment dire. Tandis qu'avec Martin, il y avait une certaine liberté que je pouvais prendre, puis je pouvais m'avancer, puis parce que je connaissais personnellement la personne, donc je savais très bien comment l'humaniser, puis lui montrer à la fois ses forces, puis ses faiblesses ou ses noirceurs, tu sais, puis je pense que quand je parle dans le contact de sa période un peu plus difficile, quand l'ONF a mis à la porte la plupart de ses artisans qui étaient salariés, ça a été une période super difficile là-dedans, mais en même temps, c'est important d'en parler parce que c'est une des périodes où il s'est le plus... il est retombé sur ses pattes à cause de la photo. C'est comme si dans ces moments-là, on dirait qu'il s'était redéfini. Donc, montrer son côté
bourru ou son côté taciturne, ça faisait partie du portrait que je voulais faire. Je voulais vraiment pas en faire quelqu'un de plus grande nature. Je voulais qu'il y ait toutes les dimensions possibles là, pour le rendre plus humain aussi. Ça nous amène tellement à comprendre une période de notre propre histoire aussi, quand l'ONF a décidé de fermer certaines zones. C'est un moment très fort pour comprendre le personnage de Martin, mais aussi comprendre le contexte social qu'il y avait derrière ça. Philippe, même question. Léonard Cohen, c'est tellement quelqu'un qui est souvent mis sur un piédestal avec les expositions qu'on en a fait. Il fait même partie de Mural à Montréal. Comment es-tu arrivé à ne pas tomber non plus dans l'héroïsme du côté de Léonard Cohen? J'en ai aucune idée. Vraiment, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Vraiment, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Je pense que sous certains aspects, s'il y a un piège, là, ben, je suis tombé dedans. En ce sens que moi, vraiment, Léonard Cohen, c'est quelqu'un, je dirais pas, dire que c'était mon héros, je pense que c'était un peu fort, mais écoute, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai aimé parce qu'il était vulnérable, parce qu'il était pas parfait, parce qu'il y avait des failles apparentes, je les ai montrées. Moi, ça m'a jamais empêché de l'aimer, donc c'est ça, tu sais, je pense que, comment dire, là, j'ai jamais réfléchi à cette question-là, moi. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais comme disait Mélanie, Léonard Cohen devient un peu plus humain. Il y a comme une humanisation qui arrive quand on le découvre sous ses faiblesses. Je pense que Ouais, mais ça je le voyais fonctionne déjà aussi comme bien dans ça, le tu sais. Je le voyais vraiment comme ça dès le départ, moi. Même quand il était vivant, il me semblait que ses faiblesses étaient très apparentes, tu sais, ses failles étaient très, très, très visibles. Tout le monde était au courant là, de ses histoires de ses problèmes de boisson, que c'était un noceur, que c'était un gars qui avait des problèmes de médicaments. Bon, tu sais, tout ça n'était pas caché. Et je pense qu'on l'aimait beaucoup quand même. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai dû tomber dans le piège et le montrer comme un héros quand même, j'ai l'impression. Hmm. Sandrine, de ton côté, est-ce qu'il a fallu balancer un peu ton rapport avec les artistes ou de montrer autant les forces et les faiblesses de Glenn Gould et Tom Thompson? Bah oui, oui, parce que aussi, hein, Glenn Gould, c'était connu de tout le monde, hein, c'était quand même une personnalité, un artiste très singulier, qui était bourré de manie, de toc, hypochondriaque, et j'en passe. La liste est longue. Parano aussi, il s'auto-médicamentait, donc il prenait beaucoup de médicaments. Glenn Gould, c'est clair, soit on l'aimait, soit on le détestait. Donc moi je suis un petit peu entre les deux. Je crois que je suis totalement fascinée moi par le personnage. Je crois que c'est ça en fait. Je suis fascinée et dans cette fascination, bah, j'ai trouvé, enfin pour moi, il était important que je mette à la fois ses défauts et ses qualités. Maintenant, c'est vrai que euh, si je l'avais croisé, je pense que je sais pas si je l'aurais, enfin, personnellement, je sais pas si ça aurait matché entre nous, honnêtement, parce que je je sais pas, hein, franchement. Mais voilà, le fait qu'il soit bah, plus là, il y a comme une fascination. Je suis totalement, voilà, fascinée par ce personnage, parce qu'il a ses défauts et parce qu'il a ses qualités. Et Tom Thompson aussi, c'était pas un ange, hein, il était plutôt bagarreur, il buvait pas mal, bon, c'était l'époque aussi, hein, mais voilà, moi j'aime bien les personnages qui justement qui ne sont pas lisses, quoi. J'aime bien quand ils sont cabossés un petit peu, quoi, hein. Et puis voilà, je crois il y a de l'attachement, on s'y attache à ces personnages justement parce ils sont comme nous, ils sont humains. Oui, tout à fait, tout à Ouais. fait. On comprend un peu mieux en lisant vos œuvres les différentes caractéristiques de chacun des artistes. Ça nous permet d'aborder d'autres aspects de leur vie aussi, puis de les rendre humains, comme on disait. Je me demandais, il y a un autre processus qui se passe quand on fait le portrait d'un artiste, c'est que j'imagine qu'il faut négocier un peu avec
notre côté artiste nous-mêmes. C'est-à-dire que, bon, en plus, il y a votre trait de dessin qui va venir s'inscrire. Est-ce qu'il faut balancer tout ça? Est-ce que vous y avez réfléchi ou pas du tout? Vous avez dit, bon, moi, je dessine comme ça. Moi, tout mon processus créatif existe déjà, donc je vais le calquer pour parler de quelqu'un d'autre. Ou vous avez essayé d'intégrer un peu du côté artiste dans votre propre trait de crayon, dans la façon dont vous travaillez, dans votre démarche. Donc, est-ce qu'il y a eu une négociation qui s'est faite? On pourrait commencer par Sandrine, tiens. Est-ce que quand tu as travaillé Glenn Gould ou Tom Thompson, de mettre de ton art, c'est important pour toi? Alors, quand j'aborde un album de bande dessinée, je suis un peu comme un chef opérateur au cinéma. Je me mets au service du récit et je cherche pendant un certain temps un style graphique, un univers, une ambiance, une palette aussi. Enfin, j'essaie d'installer tout ça pour servir le récit. Donc, ça me permet quelque part de ne pas me répéter d'un album à un autre parce qu'on retrouve pas forcément la même technique artistique. Euh, Moi, ça me met un petit peu en danger et puis vraiment, j'ai l'impression de faire corps avec ce que j'ai envie de raconter. Voilà, donc c'est comme ça que j'aborde tous mes albums et c'est vrai qu'avec Glenn Gould et Tom Thompson, on retrouve sûrement quelques tics graphiques hein, qui sont là et puis voilà. Mais par contre l'approche graphique est totalement différente. Et Hmm. ça c'est je pense que sur tous mes albums on peut le percevoir ça. Mais parce que je pense comme un Ouais. chef opérateur, je suis plutôt dans la création d'un univers autour d'un récit. Voilà. Hmm. Je trouve que ça paraît quasiment plus avec Tom Thompson, étant donné que c'est déjà un artiste visuel. On dirait qu'on reconnaît aussi un peu en filigrane à l'intérieur de l'œuvre Tom Thompson son propre trait de peintre à l'intérieur de tes propres dessins. Est-ce que c'était voulu d'essayer d'intégrer un peu de lui à l'intérieur de tes dessins? Alors, justement, j'ai pas essayé de faire à la manière de Tom Thompson. Hein. J'ai avec ma technique repris des détails de ces tableaux pour en faire presque, d'ailleurs, des fois une planche totalement abstraite. Et c'est un petit peu d'ailleurs le cas de ces pochades. Hein. Si on regarde ces peintures, elles sont toutes petites. Hein, et quand l'on s'approche de ces peintures, on a vraiment dans le détail des choses, enfin une impression abstraite du tableau. Et c'est en prenant du recul, mais bien en s'éloignant du tableau, que l'on aperçoit un paysage. Donc j'ai voulu jouer avec ce principe-là en fait. Mais par contre, là encore, je n'ai pas cherché à faire du Tom Thompson. Je suis restée dans une ligne graphique, justement, et comme l'a dit Philippe tout à l'heure aussi, pour amener le lecteur, pour donner à voir, pour donner à voir au Hmm. lecteur, mais pas pour montrer. Voilà, c'est Agnès Varda qui disait, moi ce que je préfère, c'est donner à voir quelque chose, mais pas montrer direct euh, à, au spectateur. Euh, et là, le lecteur, c'est vrai que je lui donne à voir l'œuvre de Tom Thompson, à lui après d'aller se documenter, d'aller regarder un peu plus loin, ou même d'aller peut-être dans les musées voir ses œuvres, quoi. Mais c'est surtout voilà, garder cette distance-là, mais aussi pour donner cette possibilité au lecteur d'aller plus loin, de poursuivre l'œuvre, mais autrement. Voilà. Philippe, comment as-tu travaillé cette négociation entre ton propre statut d'artiste qui travaille sur l'œuvre d'un autre artiste? Est-ce que c'est venu naturellement ou à certains moments donné, tu t'es posé des questions? Non, encore une fois, moi, c'est vraiment le genre de question qui me traverse pas l'esprit. Dans le cas de Léonard Cohen, j'ai décidé de m'effacer complètement derrière le sujet, d'une part.
Je voulais pas. Je présume que si on faisait une analyse psychanalytique là, du livre, on découvrirait que je suis caché partout dans le livre. Bon, sans doute, là, mais moi, vraiment, dans le cas de ce projet-là, j'ai décidé d'aborder les choses comme un passeur, si on veut. Moi aussi, j'avais envie de donner des choses à voir, tout simplement. Bon, par ailleurs, Nietzsche disait, pour faire des belles choses, il faut avoir du chaos en soi. Alors, je présume que le chaos qui est en moi a servi d'une certaine façon à faire progresser ce projet-là. Ceci étant dit, moi, ma seule contrainte quand j'attaque un livre, c'est d'essayer de ne pas refaire un livre que j'ai déjà fait. Ni du point de vue du propos, ni du point de vue de la structure, puis ni du point de vue j'ai envie de dire, des mécaniques graphiques, là, parce que pour chaque projet, il y a des fois des thèmes ou des manières de procéder qui s'imposent d'elles-mêmes et qui font que le livre acquiert sa propre personnalité. Chaque fois, j'essaie de faire table rase. Évidemment, je ne change pas ma manière de dessiner. Là, elle évolue un petit peu de livre en livre, là, mais c'est un processus naturel. Mais ce que je veux dire, c'est que les procédés graphiques que j'ai utilisés, ou j'ai envie de dire, les mécaniques narratives que j'ai utilisées dans d'autres livres, j'essaie de ne pas les réutiliser. J'essaie d'en trouver de nouvelles. Mais c'est à peu près ça, moi, en fait, les considérations qui me traversent l'esprit quand je réfléchis à un projet, là, que ce soit avant ou pendant que je le fais. On a une question du public. Comment choisit-on ce qu'on ne met pas dans un livre biographique? J'ai quasiment envie de commencer avec Mélanie parce que, étant donné que tu as eu un lien privilégié avec Martin, est-ce que ça a été difficile de choisir, donc, qu'est-ce que je ne vais pas montrer, les zones plus d'ombre ou les moments que finalement tu ne voulais pas démontrer dans la bande dessinée? Est-ce que ce choix est difficile? Comment qu'on s'y prend? Ben, il y a eu des choix, des fois, bien durs à faire, des espèces de, tu sais, au montage final du film, là, genre, là, quand que tu t'essayes d'aller à l'essentiel, ben, il y a eu des chapitres que j'aurais aimé parler, dont j'aurais aimé parler beaucoup. Euh, J'aurais aimé parler plus de Perrault, puis de sa relation, puis des voyages qu'il avait fait avec lui. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Euh, mais en même temps, c'était le premier livre, je voulais pas me perdre, j'avais comme peur d'aller comme trop n'importe où en partant trop de pistes. J'essayais de me ramener tout le temps en disant, bon ben, tu sais, on parle de la transmission, on parle de photos, on parle quand même de relations, tu sais, de filiation, de transmission. Fait qu'il fallait tout le temps, quand je regardais quelque chose, je me disais, ouais, on dirait que ça, c'est long. On dirait que je m'emmerde moi-même quand je me relis. Fait que là, c'est pas bon signe. Puis, est-ce que ça continue dans ma ligne, oui ou non? Fait que ça a été, c'était de me ramener tout le temps à cette histoire-là de, bon, comment s'est construit le regard, comment ça se construit un regard, puis la sensibilité de cet œil-là. Puis, fait il y a des éléments, malheureusement, qui sont partis à cause de ça, des pans de sa vie qui ont disparu à cause de la ligne directrice. Ça a été ça, mais en me fiant à cette ligne-là, ben, ça a été plus facile pour moi de faire les choix. Philippe, est-ce que ça a été difficile de décider d'enlever des éléments de la vie de Leonard Cohen? Sous certains aspects, oui, ça a été très difficile, mais comment dire, moi, pendant tout le temps où j'ai dessiné mon album, j'ai eu des genres de discussions imaginaires là, dans ma tête avec Leonard Cohen. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis senti très proche de lui. J'avais l'impression de parler de mon ami. Et n'importe quel ami, n'importe quel bon ami, en tout cas un ami réel, on accède à une part d'intimité qui n'est pas donnée à tout le monde. Et ça devient naturel à un moment donné de garder pour soi certains secrets ou certaines choses qu'on a vues ou qu'on sait. Parce qu'un ami, ça protège un ami. Alors moi, c'est ça, là, ma relation avec Leonard Cohen maintenant est comme ça. Là. Il y a beaucoup de choses que j'ai lues, que j'ai apprises, qui ne sont pas dans le livre. Et qui me semble, en fait, il me semble que même dans la mort, Leonard Cohen a droit à son intimité, tout simplement. Et j'ai pas parlé de ça parfois pour des raisons scénaristiques, mais aussi parfois parce que j'avais l'impression que, en tant qu'ami, je n'avais pas à trahir notre amitié en révélant ces choses-là. Très intéressant. Sandrine, de ton côté, à cette question du public, comment choisit-on de ne pas mettre des éléments de la vie de Glenn Gould ou de Tom Thompson? Bah, alors là, je rejoins totalement Mélanie et Philippe. Ça rejoint. Enfin, c'est ma réponse aussi. Hein, c'est vrai que
Glenn Gould. On est tellement, on s'immerge totalement dans leur vie, dans leur histoire. Donc, ça devient presque des membres de notre famille. On finit par rêver d'eux. On parle avec eux. On a même l'impression, oui, d'être ouais, c'est ça, c'est en communication. C'est assez fou, quoi, hein. Et donc voilà, c'est vrai que par respect ou même tout simplement parce que ben, ça ne rejoint pas notre sensibilité aussi. On trouve pas ça plus, enfin ça n'apporterait rien de particulier à l'histoire. Du coup, on laisse tomber. Mais comme le dit Mélanie, comme le dit très bien, comme Mélanie le dit très bien, c'est que à la relecture, on le voit, on voit tout de suite ce qui n'est pas indispensable et ce qui peut disparaître sans problème. Et puis il y a aussi les non-dits dans une bande dessinée, donc les choses apparaissent sans être dessinées. Donc il y a le ressenti de tout ça qui est là. Donc il faut éviter cette redondance. Des fois, il y a ce ressenti, on le sent, pas besoin de le dessiner, pas besoin de le montrer, Hmm. c'est là. Hmm. Il nous reste quelques minutes à peine à cette conversation. J'avais juste une dernière question pour conclure cette discussion autour de la thématique de portrait d'artiste. Étant donné qu'une œuvre de bande dessinée, ça devient un objet physique qui va perdurer dans le temps, est-ce que vous avez une certaine forme de responsabilité ou est-ce que vous avez réfléchi au principe que quand quelqu'un, par exemple, va vouloir en savoir un peu plus sur Glenn Gould, sur Tom Thompson, sur Martin Leclerc, sur Leonard Cohen, il va tomber sur votre œuvre? Et est-ce que ça devient pour vous un certain legs à la société pour apporter un côté éducatif aussi à la vie de ces personnes-là? Est-ce que c'est important pour vous que ça devienne une référence par la suite sur la vie de ces gens-là? On pourrait commencer par Mélanie, tu sais. Ben, sans vouloir rien enlever à Martin, tu sais, Martin a été très important dans son milieu, puis tout ça, mais il n'y a pas la teneur, il est pas, c'est pas Leonard Cohen, puis c'est pas Tom Thompson. Fait que le point de vue responsabilité, puis tout ça, il est peut-être moins là. Mais je voulais raconter une bonne histoire, puis je voulais en quelque part faire un portrait à son image. Donc, en effet, oui, tant mieux. S'il y a des gens qui s'intéressent à la photo, puis qui s'intéressent un peu au cinéma québécois, puis au documentaire, mais en l'écrivant, je pensais pas vraiment à ça. Je voulais raconter une bonne histoire, puis voilà. Chaque artiste compte. Moi, je pense que je le mettrais au même niveau. Martin Leclerc, il est important pour Oui, oui, notre culture québécoise au niveau du visuel, du moins, là. ben oui, puis Alors, je... Philippe, de ton côté, est-ce que tu sens une certaine responsabilité d'avoir fait une œuvre sur Leonard Cohen qui va peut-être être une référence? Peut-être plus aujourd'hui, oui. J'ai donné beaucoup d'entrevues. Oui, je réalise aujourd'hui que peut-être maintenant j'ai cette responsabilité-là, mais j'y ai pas pensé en le faisant. L'aspect éducatif, certainement pas. Moi, j'ai vraiment voulu... quand j'ai vu Leonard Cohen en spectacle là, en 2012, après 2 ou 3 chansons, il était venu ici à Québec, qui est pas sa ville, et il a dit après 2 ou 3 chansons, si j'avais su que vous m'aimiez autant, je serais venu avant. J'ai réalisé que peut-être Leonard Cohen avait souffert d'un genre de déficit d'affection ici même chez lui. Et si j'avais un souhait, c'était en tout cas, contribuer à une certaine réparation affective vis-à-vis de Leonard Cohen. C'est tout. C'était ça mon objectif. Intéressant. Sandrine? Oui, alors moi je me suis rendu compte que Glenn Gould en fait n'était jamais venu en France et que le public français, beaucoup de gens ne le connaissaient pas en fait, hein. Les amateurs de classique, de piano évidemment connaissaient l'œuvre de Glenn Gould, mais beaucoup d'entre nous en France ne le connaissent pas ou pas très bien, ou bien ou bien me disent ouais chouette ce musicien de jazz, ouais je connais, ouais. Donc Glenn Gould détestait le jazz en plus, donc c'est rigolo.
Mais donc voilà, donc c'est vrai que moi, je suis plutôt contente. Enfin, voilà, je pense que j'ai fait découvrir en France, en tout cas, à une certaine génération, et puis voilà, à des personnes qui ne connaissaient pas Glenn Gould, bah, je leur ai fait découvrir cet artiste qui est vraiment un des plus grands pianistes pour, du monde. Donc, je sais pas. Enfin bon, voilà, mais je l'ai pas fait dans ce but-là. Non, Hmm. heureusement d'ailleurs que ça n'a pas été ma petite musique j'étais dans la création de cet album parce que ça m'aurait fait vraiment très 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 peur. Mais après coup, c'est vrai que bon, je me rends compte en effet qu'il y a eu un petit impact et que c'est cet album qui revient souvent d'ailleurs en référence. Donc je suis plutôt contente. Oui, Ouais. Mm. tout à fait, tout à fait. Ben, toutes vos œuvres deviennent des références. Merci infiniment d'avoir été là, Philippe Girard, Sandrine Revel et Mélanie Leclerc, pour nous parler de vos portraits d'artistes. Vous êtes toujours avec le Festival de la bande dessinée de Montréal en direct. Ça se poursuit avec une conversation anglophone, le volet anglophone de Parlons BD, Let's Talk About Comics. Et c'est Charles Soule qui sera là pour venir nous en parler. Je veux remercier notre partenaire, la librairie Planète BD, de cette conversation. Mon nom est Catherine Emmanuel. Bonne journée du festival. On se retrouve dans quelques instants.